propose une petite exploration philosophique de l'ennui. L'idée m'est venue de réfléchir avec vous à cette question de l'ennui après avoir écouté un clip vidéo, que je vous recommande d'ailleurs vivement, des frères Izoard sur YouTube. J'imagine pas pouvoir tenir un mois, le ciel est gris, en Belgique, on s'ennuie. Heureusement, il y a des friteries, la bière d'abbaye, confinement, tu nous prends cruellement notre temps. Il me semble qu'une des clés de compréhension pour comprendre le temps qui nous est donné de vivre pour l'instant est celle de l'ennui. Il y a bien sûr plusieurs approches possibles. Moi, je vous propose de méditer philosophiquement sur ce que c'est que l'ennui, même pour ceux qui vivent pour l'instant dans la suroccupation. Je vous propose donc un voyage au bout de l'ennui, pour reprendre le titre de Georg Büchner. En fait, au début, je voulais simplement un tout petit peu réfléchir à cela, et puis ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et j'y ai mis quelques notes par écrit rapide sur mon ordinateur, à partir des ressources limitées qu'offre Internet et des livres de ma bibliothèque, dans un genre littéraire qui est finalement plus celui d'un cours qui est relativement, j'espère, rigoureux au niveau philosophique, et non pas celui de capsules ludiques. C'est à la fois la limite de mon propos et en même temps, me semble-t-il aussi, sa force. Prendre le temps d'une réflexion rigoureuse en espérant de ne pas trop vous ennuyer. En fait, dans ce voyage, je vous propose 7 étapes. Je vous les énonce rapidement. Tout d'abord, placer un peu le décor. J'ai intitulé cette première étape « La Belgique s'ennuie ». Ensuite, un deuxième temps décrira ce que l'on entend par ennui. J'ai intitulé ce deuxième temps « Un étrange cocktail ». Ensuite, dans un troisième temps, nous allons considérer la puissance métaphysique du bof. L'ennui, c'est en fait dire finalement bof. Nous allons scruter un peu cette puissance métaphysique du bof. Les animaux ne disent pas bof. Nous, oui. Dans un quatrième temps, je vous propose d'étudier l'ennui à travers l'angle du temps. L'ennui comme une parenthèse dans la trame de notre histoire, une parenthèse qui est en même temps peut-être au cœur de notre histoire. Ensuite, nous verrons la phase négative de l'ennui, puis sa phase positive, pour terminer, je l'espère, en vous proposant très librement 9 moyens concrets pour traverser l'ennui. Donc ce voyage, nous le ferons en plusieurs vidéos. Voici la première vidéo, en commençant par l'ennui au niveau proprement philosophique. Oui, j'ai oublié une petite chose qui est importante, c'est que, mais je ne l'ai pas encore travaillé pour l'instant, mais il me semble que pour voyager vraiment jusqu'au bout de l'ennui, il conviendrait d'avoir une approche au niveau de la vie proprement spirituelle. Les mystiques, en effet, et les théologiens de la vie spirituelle nous parlent beaucoup de l'ennui, mais surtout de la manière de le traverser victorieusement. Qu'est-ce que ça signifie? Comment Dieu agit dans la nuit de nos ennuis? Ce serait aussi un parcours ultérieur, mais qui n'est pas encore été balisé. Donc, commençons par notre première étape, le contexte, la Belgique s'ennuie. En effet, c'est intéressant d'aborder l'ennui sous un aspect plus social. Le 18 juillet 1847, Alphonse de Lamartine, qui n'était pas seulement un poète, mais aussi un homme politique, déclara aux députés de son pays « La France s'ennuie ». Et comme vous le savez, quelques mois plus tard, il y a eu ces fameuses émeutes de 1848 qui a fait basculer le régime. Cependant, la France d'alors vivait dans une toute autre mentalité que la France évidemment d'aujourd'hui, ou que la Belgique d'aujourd'hui, ou que toute l'Europe d'aujourd'hui. En fait, on n'avait guère le temps de beaucoup s'ennuyer en Europe à ce moment-là. Il y avait principalement la vie assez rude des champs, et puis aussi le fait de mettre au monde des enfants, de les élever, de faire tourner la maison. Et donc en fait, on n'avait pas beaucoup de temps pour s'ennuyer. Et quand on s'ennuyait, cela ne posait pas vraiment de problème. C'était plutôt accueilli comme un repos.
L'ennui était en fait réservé à ceux qui en avaient les moyens, les gens aisés. C'était un signe extérieur de richesse, l'ennui comme signe extérieur de richesse. C'est intéressant de le considérer sous cet angle-là. Certains romantiques ont même développé un art de bien bailler sa vie. Un art de bien bailler sa vie. C'est-à-dire de rechercher volontairement l'ennui, pour s'en délecter. Mais les choses ont changé peu à peu, et puis après la Seconde Guerre mondiale, on est entré dans une société de l'hyperaction, de l'hyper-sollicitation, de l'accélération continue, du tandem insatiable entre la production et la consommation. Produire pour consommer et consommer pour produire. Une sorte de cercle vicieux. Du mouvement pour le mouvement, avec l'idéal d'une société en perpétuelle évolution, d'une société nomade. Dans le vocabulaire, quand on dit tiens, est-ce que tu viens à la soirée, on dit oui, je passerai. Aujourd'hui, on passe plus que ce qu'on demeure. D'où la difficulté aussi de s'engager dans la durée. Cette expression, oui, je passerai, est vraiment, me semble-t-il, emblématique, pas simplement d'une certaine façon de concevoir la vie des soirées, mais de concevoir la vie tout court aujourd'hui. On passe. Alors, à la différence donc de 1848, la suroccupation est devenue, le travail est devenu un signe extérieur de richesse. Est devenu il y a un vrai culte à la suroccupation, du moins pour certains. Un agenda surchargé est un signe de statut social élevé, écrit Lars Svensson, philosophe norvégien, dans sa petite philosophie de l'ennui, qui date de 1999. Un agenda surchargé est un signe de statut social élevé, alors que pendant longtemps, l'oisiveté et l'ennui avaient été la marque de l'appartenance à la bonne société, et peut-être aussi un peu au clergé. Le remplissage est devenu une norme sociale du temps, remplissage de l'estomac, de l'esprit, de l'imaginaire, etc. Être toujours sur de nouveaux projets, aligner les amis sur les réseaux sociaux, leur répondre en temps réel. Du coup, on se plaint souvent de ne pas avoir assez de temps, de se sentir un peu en dehors de soi-même et de la vie aussi de ceux qu'on aime. J'ai souvent entendu dire « mais j'ai pas le temps de voir grandir mes enfants ». De subir plutôt sa vie que d'en être acteur. Voilà, je suis pris dans le flux des activités, etc. et je me perds un peu là-dedans. Or, voici que soudain, on est confiné en un lieu précis, avec des personnes précises. Il y a des gens qui sont confinés toutes seules, mais il y en a d'autres qui sont confinés avec des gens limités. Et on se trouve, pour la plupart d'entre nous, désœuvrés. Pas tous, loin de là, mais tout d'un coup, la vie se bloque, sans prévenir, soudainement. L'agenda se vide, les soirées sont libres. Extraordinaire d'avoir autant de soirées libres. Moi, j'ai jamais autant de soirées libres de ma vie. Les listes de to-do sont vite épuisées, même si on se réinvente des listes de to-do très vite pour se rassurer. On devient improductif. Il y a le sentiment aussi d'inutilité qui peut s'emparer de beaucoup de personnes, qui est renforcé paradoxalement par l'admiration de certaines personnes qui se donnent à fond. Je pense aux personnes qui sont dans les grands magasins et qui vendent la nourriture, je pense aux éboueurs, je pense au personnel soignant qu'on applaudit tous les jours à 20h. Voilà, donc en fait, paradoxalement, nous sommes très heureux et admiratifs pour eux, mais ça peut renforcer le sentiment de notre inutilité, qu'on est comme un peu à côté de la vraie vie, qu'on subit, qu'on est dans une sorte de monotonie, de répétition, de routine, manger, dormir, ma vie digitale, faire des courses, etc. Donc une sorte de ronron. Les horizons se rétrécissent, 4 murs, un supermarché, la rue et un espace vert pour les plus chanceux. On est contraint donc de demeurer au même endroit, dans un cercle de personnes restreint,
d'arrêter de passer. Beaucoup cherchent refuge en vivant une bonne partie de leur vie sur le net ou sur le portable. Entre parenthèses, certaines études montrent que les femmes ont plus tendance à être sur les réseaux sociaux, c'est assez intéressant, et les hommes ont plus tendance à être sur les jeux vidéo. Je ne veux pas tomber dans les stéréotypes de genre, mais voilà, ce sont des différents types de rapports au digital. Nous ne sommes pas tous égaux là-dessus. Plusieurs experts d'ailleurs prônent aujourd'hui le minimalisme digital pour atteindre ce qu'on appelle désormais le bien-être digital. Ce sont des nouveaux concepts, des nouvelles façons d'envisager la vie. Donc en fait, l'ennui revient, se réinvite, se réimpose, alors qu'on pensait l'avoir éliminé sous une bonne couche d'activisme que certains continuent à raison. Il ne s'agit aucunement d'un jugement moral, etc. On n'a pas le choix souvent, mais que certains continuent d'entretenir. On pensait avoir conjuré l'ennui une bonne fois pour toutes, du moins jusqu'à la maison de retraite, qui devient une sorte d'horizon qui fait un peu peur, etc. Bon, auquel on n'ose pas trop penser. Donc, voilà qu'au niveau social, l'ennui se réinvite, même si on reste dans une dynamique activiste, si vous voulez. Je voudrais maintenant, dans un deuxième temps, m'arrêter avec vous sur une certaine description de l'ennui. Qu'est-ce que c'est qu'en fait s'ennuyer? C'est un étrange cocktail, c'est comme ça que j'ai introduit. Chacun a son propre cocktail, il n'y a pas deux cocktails qui sont identiques, chacun a son propre cocktail, sa propre description de l'ennui. D'ailleurs, je vous invite à vous dire, mais voilà, qu'est-ce que c'est que m'ennuyer en fait? Qu'est-ce qui se passe quand je m'ennuie? Voilà. Je vais prendre simplement l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est publiée en 1751, qui donne la définition suivante. L'ennui est une espèce de déplaisir qu'on ne saurait définir. C'est intéressant. Une sorte de déplaisir qu'on ne saurait définir. C'est-à-dire que dans l'ennui, et ça j'insiste beaucoup sur ce sujet, en fait ça m'a beaucoup frappé, dans l'ennui, en fait on n'arrive jamais à le décrire totalement. Il y a toujours quelque chose dans l'ennui qui nous échappe. Cette espèce de déplaisir qu'on ne saurait définir, ce n'est ni chagrin, ni tristesse, c'est une privation de tout plaisir. Ni, mais on ne donne pas encore positivement ce que c'est que l'ennui. Sorte de lassitude, de perte d'intérêt. C'est un cocktail de sentiments dosés différemment selon chacun, selon chacune. On peut parler de mélancolie, vague mélancolie, qu'on peut chanter. Il y a des magnifiques chansons qui exploitent cette thématique-là de la mélancolie, une sorte de nostalgie d'un je ne sais quoi, pour reprendre l'expression que je trouve magnifique de Jan Kelevich, une certaine perte de joie et de dynamisme de vie, de l'enthousiasme. J'aime bien décrire l'ennui par le bof, une sorte de bof. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, et quand on dit bof, même le visage l'exprime, un bof. Avec une impression de vide qui n'est même pas vide, qui n'est même pas plein. Une sorte de non-état, un certain dégoût de l'action et de la vie, ou en tout cas, c'est peut-être un peu trop mot le dégoût, mais de désintéressement, où on perd le goût, en fait, on perd le goût. Une langueur plutôt désagréable, une indifférence à tout et à tout le monde, y compris à soi-même, et à ses plus grands idéaux. Dans l'ennui, on est un peu attaqué sur ses grands idéaux. Aussi se met-on à tout relativiser. À quoi bon? À quoi bon? On se sent peu à peu envahi par une certaine apathie, mélangée avec une sacrée dose d'insatisfaction. Un tel ennui peut s'accompagner, mais pas nécessairement, de tristesse, de dépit, de chagrin, parfois même de désespoir. On broie du noir, l'expression est forte, broyer du noir. Aussi de culpabilité. Je pense qu'il y a dans l'ennui une culpabilité cachée de ne rien faire. Je devrais faire plein de choses et je ne fais rien. L'ennui peut aller jusqu'à une certaine détresse intérieure et même à se transformer en pathologie plus ou moins sérieuse. Surtout si l'ennui s'installe insidieusement dans la durée. Là, il y a vraiment... ça devient sérieux.
En fait, il s'agit d'une expérience que nous faisons tous, depuis que nous sommes enfants. Évidemment, il y a certains caractères qui s'ennuient plus que d'autres. Ce n'est pas du tout un jugement moral, loin de là. Mais voilà, on a tous entendu les enfants, et nous les avons tous dit nous-mêmes, je m'ennuie, une sorte de... Dans la façon même de dire je m'ennuie, il y a toute la description de l'ennui. Je m'ennuie, une sorte d'une plainte qui vient de tout l'être, dans une sorte d'essoufflement pleurnichard, avec les traits du visage tirés vers le bas. C'est pas un visage qui est énergique qui dit ça, c'est au contraire un visage qui se décompose, ou en tout cas qui ne se tient pas. L'ennui est donc une expérience normale et universelle, que l'on traverse aux différents âges de la vie, et qui n'est peut-être pas tout à fait le même. L'ennui de l'enfant n'est pas tout à fait le même que celui de la personne âgée, parce qu'en fait, le rapport au temps, au passé et à l'avenir n'est pas identique. Il y a aussi l'ennui des personnes de 50 ans, voilà, ou les personnes de 30 ans. Souvent, quand on est au début de sa vie, on est dans un long tunnel et il faut réussir professionnellement, amoureusement, socialement, sportivement, etc. Alors on est vraiment dans un... Et puis après 40 ans, ouf, tout d'un coup, voilà, il y a des temps de certaines remises en question. Il existe donc toute une gamme d'ennuis qui va de l'ennui occasionnel dans un secteur particulier de la vie, par exemple un temps mort entre deux activités où on s'ennuie un peu, ou bien un livre qu'on est en train de lire et qui nous ennuie profondément, même si le livre par ailleurs peut être intéressant, mais ça nous ennuie. Donc ça peut aller, cette gamme des ennuis occasionnels, aux ennuis plus profonds, dans laquelle toute notre vie s'engloutit peu à peu, qui nous fait perdre la joie de vivre, qui envahit pas simplement un secteur de notre vie, mais l'ensemble de la vie. Ce cocktail mystérieux de sentiments et d'états émotionnels est d'ordre psychologique. Mais pas seulement. Il est aussi d'ordre métaphysique, c'est-à-dire que l'ennui touche le fond de ce que nous sommes. Mylène Farmer chante l'hymne à l'ennui d'être. Fort quand même comme expression. L'hymne à l'ennui d'être. Pas l'hymne à l'ennui du fait que le projecteur ne fonctionne pas ou qu'elle a dû se lever tôt ce matin, etc. Mais l'hymne à l'ennui d'être dans sa chanson « Je m'ennuie » 2008. Donc l'ennui peut toucher vraiment ce que nous sommes en profondeur. Blaise Pascal, en 1670, dans ses pensées, écrit ceci: « Ennui, rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. » Fin de citation. Cette observation me semble absolument capitale. Surtout lorsque nous chercherons des pistes pour sortir de l'ennui. Il n'est donc pas un phénomène d'ordre purement psychologique, avec évidemment des causes qui s'enracinent parfois aussi dans le biologique. Il possède une amplitude métaphysique, métapsychique. Et c'est bien pour cela qu'on peine à le cerner. Il est le propre de l'homme. On pourrait dire que le propre de l'homme, c'est l'ennui. C'est aussi le rire, comme dirait Bergson, bien sûr. Mais comme le rire, l'ennui est réservé aux êtres humains. Seuls les humains s'ennuient, pas les animaux, en tout cas pas dans le même sens. Je voudrais approfondir avec vous, à présent, cette dimension proprement métaphysique de l'ennui, dans un troisième chapitre, troisième temps, que j'ai appelé « La puissance métaphysique du bof ». Quand je m'ennuie, je fais l'expérience d'une insatisfaction de ce à quoi je passe d'ordinaire mon temps. Soudain, tout d'un coup, ou bien progressivement, ça dépend, ce que je faisais jusque-là ne me dit plus rien.
et ce que je devrais faire en principe ne me dit pas grand-chose non plus. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je ne sais plus bien. La même chose qu'avant? Cela ne me dit pas grand-chose. Par moments, je n'ai même plus envie de réellement vouloir. Je laisse aller ma volonté dans de multiples velléités. En quelque sorte, ma volonté se dilite, se dilue dans des velléités qui sont des sortes de mouvements intérieurs superficiels, momentanés, assez volages, multiples. La velléité, ce n'est pas vraiment la volonté. C'est une forme, les velléités, ce sont des formes de renonciation finalement au pouvoir de sa volonté. Je ne veux plus vraiment. À certains moments même, je ne veux plus rien. Je ne veux même plus vouloir. Avec cette expression philosophique que je trouve, ce mot philosophique que je trouve très puissant, qui est celui de la nolonté. La nolonté. L'ennui relativise tout. Certains de mes engagements, même parfois les plus sacrés, certains plaisirs que j'ai recherchés jusqu'ici, qui à la fin finalement me semblent fades, m'ennuient, j'y trouve plus réellement de satisfaction. Même le malheur peut m'ennuyer. C'est assez intéressant ça. Goethe écrit « L'ennui est une mauvaise herbe, mais aussi une épice qui fait digérer bien des choses. » Quand je m'ennuie, même les malheurs des autres et mon propre malheur m'ennuient. Oui, c'est pas simplement mes idéaux, mais c'est aussi les choses dont je souffre. Bref, l'ennui fait éprouver la vanité de toute grandeur et de toute misère. Avec cette fameuse expression du Qoélette au chapitre 1, verset 2, « Vanité des vanités, tout n'est que vanité ». En quelque sorte, l'ennui met notre existence à vif, à nu. Il remet en question parfois très brutalement, parfois aussi sinueusement, un peu en s'approchant comme ça, ma petite vie, mes raisons de vivre, les objectifs que je me suis fixés. Il fissure les faux selfs que je me suis construits. Il me dépouille de mes illusions. Au fond, écrit le philosophe Emmanuel Jaffelin, au fond, cette pause dans notre existence, j'aime bien le mot pause, cette pause dans notre existence peut donner lieu à une découverte, celle de n'être pas ce que nous paraissions être dans cette vie sociale. Comment est-ce possible? Il me semble que l'ennui manifeste en creux une grandeur que nous portons en nous-mêmes et dont nous ne sommes jamais pleinement conscients, quelles que soient nos convictions philosophiques et religieuses, comme on dit aujourd'hui. Nous ne sommes jamais pleinement conscients de l'immense grandeur dont nous sommes porteurs. Et l'ennui vient en quelque sorte révéler cela, puisque rien n'est capable de satisfaire notre désir. Et même notre désir tend à disparaître. C'est peut-être ce qui est le plus inquiétant dans l'ennui, c'est que même nos désirs disparaissent, ou en tout cas ça m'induise. Nous sommes porteurs en effet de grandeur, d'une grandeur que nous ne mesurons pas. Et nous ne sommes pas toujours pleinement conscients. Le roi Baudouin, paraît-il, avait ce don exceptionnel de, lorsqu'il rencontrait quelqu'un, vraiment, de voir dans la personne qu'il rencontrait plus que la personne elle-même ne percevait d'elle. Il voyait plus de grandeur que celle dont la personne était consciente. Donc son regard, qui était tout sauf être un regard flatteur, ça n'a rien à voir avec un regard flatteur, mais son regard était au contraire révélateur d'une grandeur. Eh bien, on pourrait dire, analogiquement, que l'ennui, sous une forme très désagréable, joue aussi un rôle de révélateur. Ce que je fais ou ce que je suis aujourd'hui ne me satisfait plus, ne me comble plus, ne correspond pas pleinement à l'infinité de mon désir. Je n'arrive plus à me contenter des choses que je faisais jusqu'ici ou que je possédais jusqu'ici. Ça n'arrive plus à me motiver, à me faire lever le matin. J'en éprouve un certain dégoût, plus de goût, une absence de goût, une agueusie, si vous voulez. Le bof est en réalité, par conséquent, une puissante force critique
une puissante force critique qui m'atteint au centre de mon existence, qui vient du centre de mon existence et qui m'atteint au centre de mon existence, dans le centre névralgique qui commande à ma sensibilité, à mes pensées, à mes actions, à tout ce que je suis, ce que je fais. Il s'agit d'une expérience critique essentiellement négative, vague et globale. Gemma Serrano, dans une belle conférence qu'elle a donnée au Bernardin sur l'ennui, vous pouvez le retrouver facilement sur Internet, pose la question suivante: l'ennui ne pourrait-il pas être un excès de conscience? L'ennui ne pourrait-il pas être un excès de conscience? C'est très fort de poser la question de l'ennui sous ce mode-là. Fait penser aussi à Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, qui disait souvent à ses scouts « plus est en toi ». Plus est en toi. Eh bien, l'ennui, en quelque sorte, sous forme globale, vague, désagréable, dit quelque chose de cela. Odile Chabriac, psychanalyste et journaliste, pose la question suivante: l'ennui ne porterait-il pas conseil? Aussi désagréable et imparfait soit-il, l'ennui n'est pas nécessairement, mais peut être la prémisse d'un changement dans la trame de mon existence. Et c'est ce point-là que je voudrais aborder avec vous dans le chapitre suivant. Le chapitre suivant, 4e point, je l'ai intitulé « Une parenthèse temporelle ». En effet, l'ennui est comme un trou dans la trame de mon existence, dans mon histoire personnelle. Un vide, si vous voulez, dans son plein, qui n'est même pas complètement vide. Une forme de béance qui n'est même pas complètement béante. Je n'ai pas envie de faire des projets, ça ne m'attire pas, ou je n'ai pas la force. Je ne me projette plus dans le futur. Je n'ai pas non plus envie de feuilleter mon album de photos. La mémoire réelle n'est pas convoquée dans l'ennui. La vraie mémoire n'est pas convoquée dans l'ennui. Tout au plus, convoque-t-on un vague imaginaire pour donner un peu de soulagement durant un certain temps, mais sans être dupe que ce n'est qu'un vague imaginaire. En réalité, l'ennui enferme dans un présent qui n'arrête pas de durer. Il englue dans ces heures qui passent si lentement, comme dirait Sartre. Ne rien faire est difficile, car on ne sait jamais si on a fini. Je trouve ça magnifique, cette maxime. Ne rien faire est difficile, car on ne sait jamais si on a fini. Le temps s'étire jusqu'à ce qu'on ne sait pas trop quand. C'est en quelque sorte un temps hors du temps. Aussi, le temps tend-il à devenir un ennemi. Il ne faut non plus gagner du temps, mais le tuer. Comme dit Jules Renard dans son journal, le temps passe par le trou de l'aiguille des heures. Ben voilà, le temps passe par le trou des aiguilles des heures, mais je suis dans ce trou d'aiguille qui, on a l'impression qu'il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Il faut faire passer le temps, qui ne passe pas, dans lequel il ne se passe rien. C'est tout l'inverse de cet idéal intérieur de passer, de bouger, etc. Il ne se passe rien. Le passe-temps lui-même m'ennuie aussi. Je pense qu'on a tous fait un jour l'expérience d'être dans une salle d'attente, d'attendre un train, un avion, que sais-je, et on a un petit passe-temps, et même ce passe-temps-là nous ennuie. Même le passe-temps ennuie. C'est l'expérience, au niveau de toute sa vie, du jeune lieutenant Giovanni Drogo, dans le fameux roman de Dino Buzzati, Le désert des Tartares, écrit en 1940. C'est un lieutenant qui est affecté au fort Bastiani, situé dans un désert brumeux et énigmatique, et il va y passer là 30 ans en attente d'une guerre qui finalement surviendra juste trop tard, c'est-à-dire quand il sera juste après sa mort. Il est là retenu, prisonnier, pendant ces 30 années, dans un moment qui ne finit jamais. Il expérimente l'immobilisme du temps, sournoisement oppressif. Un autre exemple, beaucoup moins fondamental que celui-là donné par Gemma Serrano, une conversation qui nous ennuie. Il y a des conversations qui peuvent nous ennuyer, même si elles sont objectivement intéressantes, il y a des conversations qui nous ennuient. On y est dans cette conversation, on n'y adhère pas vraiment, on n'y est pas présent vraiment intérieurement, on est là
extérieurement, on y reste, hein, mais voilà, je suis prisonnier de cette conversation, j'ai l'impression que c'est interminable. L'ennui engloutit mon temps, en quelque sorte, il le vole, pour reprendre l'expression du clip vidéo des Isoar. Donc j'en profite aussi pour remercier Théo Isoar, qui est celui qui enregistre cette vidéo. L'ennui est un intervalle angoissant, expression de Vladimir Yankelevitch dans L'aventure, l'ennui, le sérieux. Un intervalle angoissant entre le passé et l'avenir. Je suis ni dans l'avenir, ni dans le présent, je suis dans un intervalle angoissant. Mais en même temps, cet intervalle angoissant permet de changer la direction du temps. Du moins, il lui en donne l'occasion, viscéralement, hein, pas avant tout intellectuellement, mais avec tout l'être. Quand on est en permanence dans l'action, on ne réfléchit plus forcément, on passe en mode automatique et on se laisse conduire par les événements. Or, l'ennui aide à prendre conscience que je pourrais faire autrement, qu'un autre monde est possible pour moi, que je peux changer, que je peux donner un autre cours à l'existence, même si pour l'instant, je n'ai aucune envie de changer. Aujourd'hui, je me suis levé avec l'envie de tout changer, alors j'ai commencé par changer d'avis et je me suis rendormi. Ça, c'est typique de l'ennui. Hein. Aujourd'hui, je me suis levé avec l'envie de tout changer, alors j'ai commencé par changer d'avis et me suis rendormi. La volonté qui n'est que velléité. Donc l'ennui a à la fois une face positive et une face négative. Je vous propose d'explorer successivement l'une et l'autre, à commencer par la face négative. Cette exploration, nous l'entreprendrons dans une prochaine vidéo à laquelle je vous donne rendez-vous.